fais enregistrer si tu veux enregistrer. Là, on va pas enregistrer, tu fais retour. D'accord, c'est ça? Il faudra que quelqu'un tienne à ta place. Quelqu'un se mette là. Attendez, bougez pas parce que c'est assez précis les plans. Nous aimons Rimbaud parce qu'il a mené le violent combat d'une conscience absolument moderne, qu'il a révolutionné la poésie, et aussi parce que c'était un révolté. C'est fini, après c'est fondu au noir, donc tu vois, on dit. Fondu au noir. Pocket Film, c'est un festival inventé, je ne peux pas dire autre chose, par le Forum des images, au moment de l'apparition, mais au tout début, au moment de l'apparition de la vidéo, de l'image animée sur les téléphones mobiles. Et au départ, l'idée était de se dire, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on va assister? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel? Comme il s'est passé quelque chose grâce au SMS, dans le monde du langage. Indéniablement, la téléphonie mobile a inventé son langage, avec son argot, sa grammaire, son code, et c'est les fameux messages qu'on s'échange tous. Au début, ça a commencé, c'était en cours de récréation, au début c'était 5 minutes par-ci par-là, on a envie d'en faire un peu, mais pas trop, et puis finalement on est vite accro, quoi. Et finalement j'ai entre les mains, j'ai essayé, et je suis resté accro. En fait, je fais tout seul, tous mes potes, c'est pareil, tout le temps, tous les jours, vas-y que je te MSN, vas-y que qu'on s'envoie des textos, des MSN, des SMS, c'est facile de critiquer, mais une fois qu'on essaie, on s'en passe plus. Et nous, ce qu'on veut, c'est du fun. C'est la première caméra qui est une caméra qui en elle-même ne porte pas son statut de caméra. Ça reste un objet du quotidien, ça reste un objet familier qui est très largement répandu dans le public. Il y a une liberté de l'objet qui fait que la relation entre le filmeur et la personne filmée est une relation qui n'est pas bloquée par le regard. Le regard est toujours là. Donc il y a visiblement quelque chose dans l'interpersonnalité qui change et qui évolue. Le téléphone fabrique des images qui sont des images d'impression. Ce n'est pas des images, pour l'instant en tout cas, qui qui ébahissent dans leur clarté, si je puis dire, mais qui permettent de fixer des instants qui sont des instants non préparés, des instants saisis. Les tableaux de Turner étaient des tableaux flous et qui faisaient des émotions fortes. L'entrée en gare du train dans la gare de la Ciotat ou la sortie des usines Lumière, c'est des films qui sont techniquement pas vraiment nets, mais qui provoquent des impressions. Et ben, j'ai retrouvé des choses un peu semblables à ça, notamment dans l'excellent film qui a reçu le prix du jury, qui était vraiment un film qui nous a émus dans la mesure où à la fois le choix des images donnait quelque chose qui n'aurait pas pu être fait d'une autre manière, et à la fois le mec restait sur une trame narrative qui faisait qu'il utilisait son téléphone pour faire quelque chose qui aurait peut-être été un roman photo il y a des années, je ne sais pas. Ça va démocratiser l'expression du grand public par l'image et par la vidéo. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est que les gens vont s'exprimer, soit dans leur quotidien, on le voit, il y a maintenant énormément d'émissions qui se font, ou de journaux télévision, qui montrent des images captées par ce qu'on appelle les amateurs ou le public, mais ça va être aussi un mode d'expression et un mode de communautarisation plus important, différent. On en connaît des effets mauvais qui sont le happy slapping, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont par exemple l'ubiquité que ça crée. C'est-à-dire qu'on va se filmer l'un l'autre et je vais vous emmener avec moi dans l'endroit où je suis. Donc ça va changer quelque chose dans les rapports sociaux, ça c'est indéniable. Au départ, PUM, c'était programme ultra minimaliste, où c'est pour un mot, pour un mouvement, papa, ulcère, maman sont des acronymes. On a trouvé ça drôle et donc on a des titres comme ça qui reprennent toujours les initiales PUM. Et PUM, c'est au fond notre marque à nous. L'intérêt, c'est d'avoir tout le temps sur nous une pocket caméra, c'est-à-dire quelque chose qu'on trimballe sur nous naturellement toute la journée.
Et tout d'un coup, devant une situation qui nous pousse à agir, la pulsion nous fait sortir notre appareil et filmer une scène du réel, sans préparation. Voilà, en général, on filme pendant, je vous dis, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 maximum. Alors on peut en faire 10 par jour, on peut en faire une par jour, mais on a toujours ça sur nous, donc on en fait relativement beaucoup. Il faut que la pulsion filmique nous anime, c'est-à-dire qu'on soit dans la vie et que tout d'un coup, parce qu'autrement ça n'a pas d'intérêt d'avoir un objet portable, on peut prendre une caméra, et puis l'intérêt c'est tout d'un coup d'avoir le regard attiré par une scène, de sortir sa pocket caméra et de faire un film. On essaie de prendre du recul. En général, on décharge notre téléphone sur un ordinateur, ce qui nous donne le temps de la réflexion, puisqu'on rentre chez nous, on fait ça le soir, le lendemain matin, on revisionne, on a déjà un autre point de vue sur ce qu'on a filmé. Non mais arrêtez. Ah bah oui, là, vous pouvez le fumer, ce truc-là. 3 heures après, il sait toujours. Voilà, et on recommence. Allez, tiens. Non mais arrêtez. Ah bah oui, là, vous pouvez le fumer, ce truc-là. C'est pas pour être projeté, c'est plutôt pour être montré. C'est-à-dire montré dans des cadres comme ici. On n'est pas assis dans une salle, on passe devant, on regarde, on s'en va. On est un peu comme dans une exposition d'art plastique, comme si on regardait un document photographique. Sauf que là, c'est un document qui bouge et qui va durer quelques secondes et qu'on regarde comme une photo. Et on est toujours dans une projection en boucle. Et on a cité une phrase de Hume qui dit « La répétition ne change rien à l'objet, mais elle change tout dans l'esprit qu'il contemple l'objet ». Et c'est vrai que quand on regarde un PUM une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois on découvre des choses nouvelles dans ce qui apparaît à l'écran. Il y a une démarche artistique, si vous voulez, là-dedans. Il y a une démarche de prise de conscience de ce que c'est que filmer, de l'acte de filmer. Par exemple, les gens qui filment des scènes d'agression, ils ne se rendent pas compte, mais ils peuvent aussi être inculpés de non-assistance à personne en danger. Alors quand on a un téléphone comme ça, il faut faire attention à ce qu'on filme. Et nous, notre démarche, ces règles-là qu'on pose, c'est un petit peu pour faire prendre conscience aux gens. Quand on filme, c'est un acte un peu particulier, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, dites-moi. Allez-y. Alors je coupe là. Bof. Hein? J'ai rien vu. Il a été trop vite. Deuxième prise. Effectivement, il va y avoir un problème sur comment, avec cet outil qui, même si maintenant tout le monde sait qu'il filme, reste quand même un outil discret, allons-nous continuer à conserver, le droit d'auteur et le droit à l'image. Ça, c'est un souci qu'on doit avoir tous. Effectivement, il faut que l'on conserve le fait que chacun a droit à son image, qu'une image ne peut pas être une image volée, que lorsqu'un réalisateur filme, il doit demander l'autorisation, etc., etc. Et là, il y a des évolutions qui ne vont pas être simples à maîtriser. Alors on est dans la démarche des Frères Lumière, parce que les Frères Lumière, quand ils filmaient à l'époque, ils ne demandaient pas l'autorisation à personne. Les notions de droit à l'image n'étaient pas poussées comme maintenant. Et on trouve que le droit à l'image aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment bien pour la protection de la vie privée des gens. Mais des fois, il y a des abus de droit énormes, ce qui empêche les documentaristes de faire un travail, j'allais dire, normal. Et c'est vrai que nous, on apprécie comme ça... au vu de beaucoup de données, et de temps en temps, on y va, et puis on montre, on espère que les gens comprendront ce qu'on fait. Si, quand même, les gens connaissent. Enfin, ceux qui aiment bien les bateaux, qui aiment bien les péniches, qui aiment bien... Oui, ceux qui aiment les bateaux. Puis on a tous des copains qui ont des péniches, alors. On noue des contacts avec les gens, on leur demande s'ils sont d'accord. Ils sont souvent d'accord d'ailleurs. Vous voyez, on a une conversation avec elles, c'est plutôt sympathique. Donc c'est vrai que c'est assez social. Il faut le faire de manière frontale, c'est ça qui est intéressant. Donc d'ailleurs, on a des images bien meilleures quand on est dans le frontal plutôt que si on filme les gens par derrière ou sans qu'ils s'en aperçoivent. Quand on est dans le métro assis sur une banquette, qu'il y a des gens de l'autre côté, qu'on sort son appareil et qu'on filme carrément en les regardant dans les yeux, ça amène des réactions étranges et intéressantes.
J'ai l'impression que ce qu'on a inventé de nouveau, c'est plutôt la façon dont on s'en sert pour filmer la vie. On préfère toujours, et ça c'est l'évolution peut-être de l'idée même de la fiction au XXIe siècle, c'est qu'on s'intéresse beaucoup plus au vrai qu'à la représentation. On veut du vrai. La télé-réalité, c'est ça maintenant, on est dans le ciné-réalité d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser beaucoup plus à la coulisse, au making-of qu'au film, à la coulisse, à ce qui s'est passé réellement, qu'à ce qu'on raconte comme histoire, comme s'il y avait un déficit de la représentation, c'est-à-dire comme si Shakespeare n'en avait pas fait mieux depuis. Le fait de vouloir représenter le réel en le recréant, ça c'est peut-être le sursaut qui réinvente d'une certaine manière un discours cinématographique moderne, avec des petits outils. Mais je pense qu'on est encore qu'au tout début de ça et qu'on va être probablement surpris par ce qui se passe dans les années à venir. La question sur l'audiovisuel, elle est née aussi un peu de cette réflexion-là. Donc la manière de la poser, ça a été de la poser à des réalisateurs. Et de se dire, des réalisateurs, des gens qui sont des artistes, qu'est-ce qu'ils vont faire si on leur prête des téléphones équipés de vidéos? Refais. Excuse-moi, refais. C'est bien la photo, bien diabolique. Qu'est-ce qui reste du cinéma quand c'est réduit à rien, quand c'est réduit à une personne avec une caméra? Qu'est-ce qui reste? Il reste une vision, il n'y a que ça. Évidemment, il n'y a que ça. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est cet aspect, cet aspect très pur de la démarche, de se dire qu'est-ce que le cinéma, à partir du moment où il est dans une nudité absolue, c'est-à-dire tu ne peux pas moins qu'un metteur en scène et une caméra, c'est pas possible. Cet outil permet qu'on ait la caméra tout le temps sur soi, ce qui est un vieux rêve de cinéaste aussi, d'avoir sa caméra à disposition. Quand je cite Godard, je cite souvent ce qu'il avait fait, ce qu'il avait souhaité faire, avoir une caméra qui tienne dans le vide-poche de sa voiture. Et Jean-Pierre Boviala, le fabricant de caméras et génie de la fabrication de caméras et de matériel de son, avait était d'accord pour concevoir une caméra pour Jean-Luc Godard qui tienne dans ce cahier des charges, de rentrer dans le vide-poche d'une voiture. Ça a donné lieu à la plus petite caméra 35 mm du monde. Et on sent que c'est un désir parce que quand vous voyez telle chose qui vient de se produire hors champ, là vous voyez ça peut être très beau. Et ça, avec cette caméra, je l'ai toujours sur moi. Je vais filmer ça simplement parce que ça m'émeut. Je ne saurais pas ce que je vais en faire. L'an dernier, on a eu un long métrage qui était celui de Jean-Charles Fitoussi, Nocturne pour le Roi de Rome, qui a été sélectionné pour la Semaine de la Critique à Cannes. Cette année, on a 4 moyens ou longs métrages. C'est-à-dire on voit bien qu'on passe une étape. On n'est plus simplement dans la découverte, mais on est vraiment dans l'appropriation de ce nouvel outil, de cette nouvelle caméra. Et c'est ça qui est très très intéressant. C'est une star ou c'est pas une star? Par exemple, il y a un jeune réalisateur qui avait fait des courts-métrages avec des caméras DV, avec d'autres moyens d'expression jusqu'à présent, et que l'apparition de cet outil et le festival Pocket Film lui a permis de réaliser son premier long-métrage qui va lui servir en quelque sorte de carte de visite, de moyen d'expression. S'il vous plaît, venez m'aider. Je suis revenue prisonnière dans un endroit qui est pas très loin
de vous, si vous me recevez en Bluetooth. S'il vous plaît. J'aimerais ça depuis la semaine. Il n'y a personne autour. Il n'y a personne. L'idée que j'ai eue lorsqu'on m'a donné ce téléphone, c'est de me dire, plutôt que de me servir de cet objet comme une caméra, je vais m'en servir comme d'un téléphone. Voilà. Et je me suis un petit peu intéressé, j'ai un peu transposé mon film à une époque qui n'est pas encore arrivée, mais qui peut-être va arriver très très vite. C'est l'époque où en fait on va tous se retrouver avec notre téléphone devant le visage, à non plus téléphoner, mais à se visiophoner. Voilà. Et je me suis dit que ça serait intéressant si en fait je pouvais capter les conversations entre les personnages. Et j'ai imaginé que tous ces messages, tout ce qu'allait finalement rentrer, sortir de ce téléphone, allait composer une histoire. Tu peux pas m'aider. Mais enfin, comment ça, tu peux rien me dire? Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? C'est ta carrière qui est en jeu, là. Et je sais bien. Qu'est-ce que tu crois? La seule chose que j'avais organisée, c'était la rencontre avec le comédien, c'était la rencontre avec cet outil, c'est-à-dire lui expliquer juste comment il allait le tenir, pour se filmer lui en train de parler, comment on allait organiser les choses. Ça, c'était le seul aspect technique que j'avais à gérer. Mais après, finalement, c'était plus que de la direction d'acteur, y compris dans le fait de lui dire, eh ben là, tu vas faire un mouvement par ici ou un mouvement par là. C'était plus une indication technique puisque c'était le comédien qui cadrait, donc c'était une indication de jeu. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous me connaissez? Non, je ne connais pas, je crois pas. Ah bon? Vous voulez quoi? Parler. Vous voulez parler de quoi? De moi et puis de vous. Enfin, il faudrait commencer par vous. J'aime pas parler de moi. Enfin, en tout cas pas avec des mots. Là, on n'a qu'à pas parler avec des mots. On va partir de la scène, une des premières scènes où tu es enfermé à l'intérieur et où en fait tu penses que c'est encore une blague qu'on est en train de te faire. D'accord. Donc on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais te laisser la caméra, tu vas tout faire toi, toute seule et moi je vais me planquer. Ok. Alors, moi je tenais quelque chose comme ça, mettais en route derrière. Voilà, c'était marrant comme blague. Je pense qu'il y a plein de caméras, ils ont l'air bien bêtes. Vous devez être en train de bien vous marrer. Donc c'est réussi. La bouffe là, c'est pas mon kiff, donc il faut bien me libérer maintenant. Hein? Et puis on va avoir un grand coup de rigolade tous ensemble. Allez, bye bye. Quand il y avait des autres acteurs et qu'on parlait au téléphone, en général, on voyait eux par la caméra et moi, j'étais de ce côté-là. Et en fonction de leurs mouvements, je bougeais. Donc je faisais des choses comme ça, etc. Des fois, j'allais en arrière. Tout en faisant semblant qu'elle n'était pas essoufflée, ni... Que j'étais plantée quelque part avec le téléphone. Est-ce que tu as pensé à ma réputation? Bah ouais, j'ai pensé, mais il m'a pas laissé le choix, là. Comment ça t'appelle chez toi? Non, enfin, on a toujours le choix. Mais il t'a remplacé. Et par une comédienne qui n'est même pas chez moi. Écoute, Déborah, maintenant, tous les problèmes du monde ne sont pas forcément dans les comédiennes de ton agence et dans les scripts de merde de Patrick, si tu veux. Comment est-ce que tu peux parler comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais comment ça, ce que t'as fait pour moi? Ce que t'as fait pour moi, tu l'as fait pour toi. J'ai fait comme ça depuis toujours. Donc, me fais pas chier, quoi. Allez, bye bye. On n'est pas dans des conditions de jeu, en fait. On est presque trop réaliste. Il n'y a rien d'autre que nous, le téléphone. Il n'y a plus un grand pas jusqu'à ce que ça se passe pour de vrai, finalement. Sur un plateau de cinéma, il y a des tas de trucs, des câbles qui passent partout, des tas de personnes. Donc on n'a pas l'impression que ça se passe réellement. Mais là, le réalisme était tellement important que finalement, c'était presque dérangeant. À un moment, on se sentait un peu tout seul, quoi. Mais qui ça, bordel, sale manipulateur de ta race, sale putain de médoc, écoute-moi bien, je suis sorti dans ta putain de prison, j'irai voir, je vais faire une putain de film. Mais comment t'as su, bordel? Mais putain, comment t'as su que je pouvais pas mettre un pied dans l'eau sans pisser dans mon froc? Même ma mère t'en souvient pas. Dans ce téléphone, une fois que j'ai fini de tourner, il suffit que j'enlève la petite puce. La carte mémoire en fait, qui là n'est pas très lourde, hein, elle fait 64 mégas. Voilà, et puis j'ai un petit adaptateur qui permet directement de l'adapter sur n'importe quel ordinateur via une clé USB. Alors je comprends que les chefs opérateurs, les ingé son, et que tous les techniciens qui composent un tournage aient peur. Malgré tout, je suis persuadé que
que le spectateur aujourd'hui a besoin d'une pluralité de choses qu'on pourrait lui proposer. Et je suis sûr que les gens savent faire la différence entre un film qui est tourné avec un téléphone portable et puis un film qui est tourné en 35 avec quand même une qualité et une poésie qui est spécifique à cet outil et qu'on n'arrivera pas je pense pas à détrôner ou à remplacer totalement. L'avenir d'un film pareil est assez incertain pour le moment. Enfin, il a été inventé pour la salle de cinéma, hein. Il n'a pas du tout été inventé pour se retrouver sur un téléphone mobile. Et moi, mon plus grand challenge aujourd'hui, c'est de convaincre d'autres professionnels, tels des distributeurs, des exploitants, que ce film peut vraiment être montré. Maintenant, les professionnels, quand je dis et ça a été tourné avec un téléphone portable, là, il me faut répéter plusieurs fois parce que c'est, pour l'instant, on prend certainement de temps en temps pour un rigolo. En tout cas, on a la même réaction que moi j'ai eu il y a 6 mois quand on m'a dit qu'on pouvait faire un film avec un téléphone portable. Et peut-être que dans 10 ans, ça posera plus aucun problème à personne. Ce que ça va changer aussi et qui est très intéressant, c'est que maintenant et pour la première fois, cette caméra, elle est en même temps caméra et projecteur. Et ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour l'artiste qui va réaliser des films, jusqu'à présent, lorsqu'un artiste faisait des films, il fallait réunir le public, appeler le public à se réunir dans un endroit collectif, qui était généralement une salle de cinéma, une salle de projection, pour projeter son film. Et c'était le public qui faisait la démarche vers le film et vers la salle. Maintenant, on peut, à terme, on est encore dans la science-fiction, mais à terme, imaginer non pas une disparition de la salle, mais en tout cas que le réalisateur, celui qui a fait le film, devienne maître de sa diffusion et l'envoie de lui-même directement au public, lorsque l'outil permettra qu'on puisse envoyer un nombre illimité de minutes ou d'heures de film. Et ça va changer beaucoup de choses sur la diffusion des films. Donc ici vous avez la pièce Edison Mobile Remake No. 1. Donc c'est une des premières pièces d'une série qui a 5 petits films. Donc ici vous avez un code qu'on appelle un code 2D. C'est une espèce de code barre qui renvoie à du contenu numérique. Donc pour accéder à ce contenu numérique, vous devez avoir un téléphone mobile qui a une application qui permet de décoder ce code. Je capture avec mon téléphone le code. Voilà, c'est immédiat. Là, on me demande d'ouvrir une connexion Internet. Donc je dis OK. Maintenant, on va pouvoir voir à quoi correspond ce code en noir et blanc, qui est un code statique, et qui va présenter un contenu qui est ici un petit film. Derrière ce code, on pourrait imaginer tout type de contenu numérique, une image, une photo, une musique, un site web. Donc c'est vraiment une mise en relation entre un monde plaqué, réel, et un monde dit numérique via le téléphone. Ce qui m'a intéressé, c'est la réappropriation de ce contenu d'Edison, qui est les prémices du cinéma dans ce nouvel écran finalement, et que c'est parfaitement adapté. C'est du cinéma muet, assez simple à la lecture et qui a une bonne lisibilité sur le téléphone. Joue contre joue. On a aussi créé des codes barres correspondant à des films et que cette fois on a été tagué dans la rue. Et donc on a un site web sur lequel on a mis une carte Google donc qui représente Paris. Et au-dessus de Paris, il y a un M qui est dessiné. Et chaque point du M représente l'emplacement d'un tag qu'on a tagué par terre. Et avec cette même technique, on capture le code avec son téléphone. Et dans la rue, on peut regarder le film qu'on a mis à cet emplacement-là. Donc c'est une espèce de mise en écho comme ça entre un espace réel et un espace virtuel. Et à mon sens, c'est aussi les prémices de quelque chose quand on aura des objets un peu c'est comme des objets communicants en quelque sorte. Je colle un élément qui va faire que cet objet va me raconter quelque chose ou qu'à un endroit, je vais vouloir raconter quelque chose. Donc si tout le monde commence à faire ça, ça va être vite la panique. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une période d'hybride à tous les niveaux, qu'il s'agisse de musique, qu'il s'agisse d'Internet, qu'il s'agisse de cinéma, qu'il s'agisse de transmission de l'information.
On est dans une période hybride, c'est-à-dire que de ces associations peuvent naître des choses dont on n'a pas la maîtrise aujourd'hui, mais qui font que même quand on croit que tout est fini et que l'hyper-technologie a pris le pas sur les choses, eh bien, il y a encore des choses à trouver et à inventer.